toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de Cocrioville pour Manga Mania, un événement qui a débuté mercredi, qui se déroule encore jusqu'à la fin de cette semaine, qui s'inscrit dans le cadre d'un autre événement plus large, c'est les 20 ans de la médiathèque de Cocrioville cette année. Avec moi pour animer cette émission, Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Mathieu. Alors Thierry, on te connaît sur Westrack puisque tu es aussi un des co-animateurs d'une émission célèbre et culte maintenant qui s'appelle Popsy, qui existe depuis maintenant au moins 4 ans, je crois bien. 4-5 ans. 4-5 ans, pas mal. Et tu es aussi un des organisateurs de cet événement qui s'appelle Manga Mania. Je crois que c'est la 3e édition. La première a eu lieu en 2019. Exactement. Alors, c'était quoi cette envie à la base de créer un événement autour de la culture manga ? Déjà moi personnellement j'ai toujours aimé le manga, j'ai grandi avec, que ça soit Club Dorothée, les mangas papier, j'ai toujours aimé ça. Et ici à Cocrioville, déjà de façon générale le manga est un support qui est déjà très apprécié. Et à Cocrioville, encore plus, on a vraiment un fonds d'un peu plus de 1000 livres manga, que ça soit pour jeunes comme pour plus grands. Et c'est un fonds qui tourne vraiment beaucoup, qui est très apprécié. Et justement, en 2019, on voulait mettre ça en avant. Donc, on a réfléchi à une formule, présenter des actions vraiment ciblées. Et c'est comme ça que Manga Mania s'est créé. Alors, je crois que le manga, c'est le 2e style littéraire le plus vendu en France. Ouais, en tout cas, la France est le 2e pays le plus consommateur de manga, ça c'est sûr. 2e pays le plus consommateur après le Japon. Et depuis maintenant 1 ou 2 ans, plus d'une BD sur 2 vendue en France est un manga. Donc en comptant les comics, la BD franco-belge et le manga représente entre 53 et 55% à peu près des ventes de bandes dessinées en France. Alors Manga Mania, ça a démarré mercredi, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des ateliers, il y a eu des après-midi jeux vidéo, parce que le manga c'est aussi toute une culture et il y a aussi tous ces produits dérivés, les jeux vidéo. Je crois qu'il y a eu aussi un travail avec le collège Eugène Varlin autour de l'écriture d'une fanfiction, on peut appeler ça comme ça, non pas vraiment, en tout cas plus ou moins. On est parti vraiment sur l'histoire du manga avec une classe, la 5e 2 du collège Eugène Varlin, avec leur professeur de français Amélie Kuzlik-Foucault. Et on est parti sur vraiment l'histoire du manga, sa place en France. Et on leur a présenté justement un manga dont on va parler plus en détail dans les moments à venir, qui s'appelle Nako, écrit par Thiermonde et Max. Ils ont fait un travail d'écriture avec le professeur de français sur un élément du manga. Je ne vais pas dire lequel pour ne pas gâcher les personnes qui comptent lire et découvrir Nako, mais voilà, il y a vraiment un événement qui peut être assez marquant, en tout cas qui marque le lecteur. Moi, ça m'a marqué aussi. Et ils ont eu tout un travail d'écriture sur essayer d'imaginer pourquoi cet événement, pourquoi cette chose. Et ils ont rencontré les auteurs hier, justement, et autour d'une rencontre privilégiée où on a pu parler manga et plus précisément de ce manga-là et de ce travail qu'ils ont fait en cours. Et la passerelle est toute trouvée, puisque justement si nous nous trouvons ici cet après-midi, c'est puisque nous avons ici les 2 auteurs du manga Nako. Donc Thiermonde, bonjour. Bonjour tout le monde. Et Max, bonjour. Bonjour. Alors, le programme un petit peu de cet après-midi, Thierry, je crois qu'on va commencer par une rencontre, on va commencer par poser quelques questions à nos invités. Après, il y aura éventuellement un échange avec le public si des gens souhaitent quelques précisions ou poser des questions. Je ferai d'ailleurs tourner un micro. Alors, faudra me faire signe et je vous donnerai le micro. C'est important parce que comme on est à la radio, si vous parlez pas dans le micro, on vous entendra pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je crois qu'à la suite de cette rencontre, il y aura aussi un atelier de dessin. Oui, ça Max nous fera l'honneur de dessiner en direct Nako ou ce qu'il voudra, même d'autres personnages ou pourquoi pas même des personnages autres que Nako qui l'ont inspiré, qu'il aime bien. Là-dessus, il aura carte blanche. Ça marche, pas de problème. Eh ben parfait. Eh ben on va peut-être commencer par le commencement, peut-être se présenter. Thiermonde, on te connaît sur Le Havre et on connaît plus particulièrement, en tout cas pour moi, ta carrière de musicien, de rappeur, sous le nom Thiermonde, maintenant Le Tiers. On te retrouve aussi sur les plateformes. Max, je te rencontre aujourd'hui. En plus, vous êtes dans des villes qui sont complètement opposées sur la carte de France. Peut-être Thiermonde, toi, la question du manga. Quand est-ce que c'est rentré dans ta vie et quand est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit tiens moi aussi j'ai envie de me lancer dans le manga?
Alors pour le manga, au moment où c'est rentré dans ma vie, je pense que c'est un peu comme tous ceux de ma génération, c'est avec le Club Dorothée, qui était une émission phare des années 80-90, et même peut-être bien avant quand ça passait sur Antenne 2 à l'époque. Récréa 2. Récréa 2 avec Goldorak, Judo Boy, tout ça, c'est vraiment une autre époque. Et du coup, j'ai toujours eu un attachement avec cette culture, mais on savait pas ce que c'était plus ou moins. Pour nous, les dessins animés, c'était des dessins animés, on mettait pas d'origine nationale dessus, on savait pas que c'était français, on savait pas que c'était japonais, on savait juste que c'était génial. Et du coup, en grandissant, j'ai eu un autre amour qui est la musique, dans lequel j'ai fait la plupart de ma carrière aujourd'hui. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance d'aller au Japon, de rencontrer des auteurs mangaka, notamment Yoichi Takahashi, qui est le créateur d'Olive et Tom, un manga de foot. J'ai eu la chance d'être dans son atelier, de discuter un peu avec lui. Et en sortant de là-bas, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un manga en rentrant en France. Je suis pas dessinateur pour un sou, et je connais Maxime, qui lui est dessinateur et est aussi fou que moi. Du coup, je lui ai proposé, si ça l'intéressait, de faire un manga, même si on n'y connaît rien, on va se débrouiller. Et il a dit oui tout de suite. Et c'est à ton tour, mon ami. Exactement, c'est tout ce qu'il a dit. Du coup, moi, je suis Max. Bonjour à tous. Je suis dessinateur et graphiste. J'ai eu l'occasion de faire des pochettes et des albums d'artistes dans la musique, notamment de rap. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Thiers en 2015-2016. Et après son voyage au Japon, comme il a expliqué de suite, j'ai eu la chance d'être appelé par Thiers et d'avoir cette proposition de manga. Alors moi, j'y connaissais rien en manga à l'époque. Le seul manga que je connaissais, c'était Pokémon. Vous connaissez Pokémon ? Ouais, ça va. Et donc du coup, il m'a énormément référencé sur les mangas qu'il fallait lire, voir en animé pour au moins m'imprégner des codes du manga, pour pouvoir en faire un. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est surtout raconter des histoires. Et même si j'y connaissais rien en manga, ce que je voulais, c'était dessiner et raconter une histoire. Et donc, j'ai pas eu peur de dire oui et d'accepter ce pari fou à l'époque. J'ai juste une petite question parce que alors moi aussi j'y connais pas grand chose en manga, c'est pour ça que Thierry va être là pour relever un petit peu le niveau de cette interview. Manga en fait, qu'est-ce que ça te définit? Parce que là vous parlez vraiment de l'entrée de dessin animé. Pour moi le manga c'était plutôt le livre illustré. Est-ce que manga c'est une appellation générique et que les différents supports, peu importe en fait si c'est un dessin animé, un jeu vidéo, une BD, enfin en tout cas un livre. En fait, manga, lorsqu'on dit manga, ça regroupe tout d'abord tout. C'est-à-dire, ça va regrouper l'animé et le manga papier. Même si en vérité, à l'origine, ça désigne que le manga papier. Mais aujourd'hui, lorsque les plus jeunes qui sont là parlent d'un épisode qu'ils ont vu à la récréation, ils disent tu l'as vu le manga. Donc de plus en plus, le terme manga regroupe tout. Mais c'est vrai qu'il y a des divisions dedans. Il y a le côté animé qui va être tout ce qui est animation, série d'animation ou film d'animation. Et tu as le côté bande dessinée qui lui est un manga, est un livre pur et dur en fait. Thierry, je sais que tu as plein de questions à leur poser. Oh, des questions, oui, on en a toujours. Forcément, le manga, on en a évoqué déjà juste avant le côté Club Dorothée par lequel on a commencé. Et moi, je voulais savoir, c'était vraiment le premier qui vous a marqué vraiment. Donc, alors, Thierry, je pense avoir des idées puisque on a commencé là-dedans à peu près de la même façon. Et Max, le fait qu'il était plutôt étranger à cet univers-là, lequel peut-être par les références que Thierry t'a donné, t'as vraiment où tu t'es dit en fait le manga c'est ça et je commence à accrocher le petit déclic, celui qui t'a marqué, le premier. Alors le premier qui m'a vraiment marqué, étant donné que j'ai connu le manga en étant adulte et pas enfant comme la plupart d'entre vous, le premier qui m'a vraiment marqué ça a été Death Note, de par son histoire. Ça m'a énormément marqué. En plus il y a une dimension un petit peu enquête policière, etc. Et ça j'ai énormément aimé. Mais il y a quand même un manga durant mon enfance qui m'a beaucoup marqué par les combats, c'était Dragon Ball Z. Moi j'ai vu la fin de l'arc Boo en fait quand j'étais petit et c'était le seul dessin animé où il y avait des combats et j'étais trop content de voir ça.
Bon, après, je suis passé donc à Pokémon. Il y avait des combats aussi, mais c'était avec des espèces de petits monstres, donc c'était vraiment différent. En fait, ce qui m'a plu dans Pokémon, c'est de démarrer un manga du début, parce que Dragon Ball Z, moi, j'ai vu que la fin qui passait à la télé, et commencer un manga du début quand c'est sorti en France, quand ça arrivait en France en 1998, et ben, j'étais dedans direct. Et en plus, il y avait un phénomène de cours de récréation où on avait les cartes, les livres, les jeux vidéo. Et là, on a senti le truc arriver, quoi. Ouais, la Pokémania. Ouais. Parce que Dragon Ball, oui, c'est sorti en 1984. Donc forcément, c'est arrivé en France un petit peu après. On connaît surtout Dragon Ball Z et pas Dragon Ball. On connaît moins. Ah si, moi j'ai vu Dragon Ball. Populaire. Ça passait dans le club Dorothée, Dragon Ball, avant Z, ouais. Ça nous rajeunit pas, mais j'ai souvenir d'avoir vu le premier épisode de Dragon Ball à Club Dorothée un mercredi après-midi. Du coup, ça nous rajeunit pas, et c'est aussi, je pense que le manga le plus marquant pour notre génération, ça va être bien sûr Dragon Ball. Après, j'avais un peu décroché lorsque Dragon Ball est sorti, lorsque le Club Dorothée s'est arrêté tout simplement, et lorsque le manga était un peu mal vu. Où il y a eu des lois contre le manga, contre l'animation japonaise, où ça a été pas mal freiné, ce qui a entraîné l'arrêt du Club Dorothée. J'avais un peu arrêté de regarder, et il y a pas si longtemps que ça, c'est un ami qui m'a dit, moi je disais vas-y, le manga c'est fini, il y a plus rien, etc. Et il m'a dit non, il y a des trucs géniaux, et il m'a donné un manga, il m'a donné des dessins animés, un CD avec plein d'épisodes d'un dessin animé qui commençait à faire son nom, qui s'appelait Naruto du coup. Il s'appelle Naruto, et du coup j'ai réaccroché le wagon Naruto, et Naruto c'est un des gros succès aujourd'hui, puisque aujourd'hui en France il se vend un tome de Naruto toutes les 15 minutes, il me semble. Donc c'est quand même costaud. J'avais juste par rapport à cette question du Club Dorothée des mangas, je me rappelle effectivement de la polémique à l'époque. Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression qu'avec le manga on a découvert la notion de dessin animé pour adultes. En fait, on avait l'impression qu'avant tout dessin animé était destiné aux enfants, et je pense que le Club Dorothée et toute la production qu'il y avait derrière ramenait des dessins animés du Japon, les diffusait avec ça. Enfin, je me rappelle d'épisodes de Ken le Survivant, c'était quand même d'une violence extrême, et c'est à partir de ce moment-là que la polémique a commencé à exploser en disant peut-être qu'on devrait pas montrer ça aux enfants. Donc je pense que le manga a aussi positionné un peu en tout cas à installer la notion de se dire on peut avoir des dessins animés qui sont violents et qui sont peut-être destinés à un public plus adulte. En fait, la distinction était faite clairement au Japon. Ça veut dire il y avait plusieurs catégories de manga. Il y a le shonen qui est fait pour les plus jeunes, c'est-à-dire t'as Dragon Ball, t'as Naruto, t'as One Piece et d'autres dessins animés comme ça qui sont vraiment destinés aux jeunes enfants et aux grands enfants comme nous, pour le coup. Et tu avais d'autres animes qui sont plus du type seinen, qui veut dire qui sont un peu plus pour les plus grands, ou justement des dessins animés pour adultes, et qui sont beaucoup plus violents et beaucoup plus en même temps réfléchis. Mais pour le coup, à l'époque, AB me semble acheter des lots de mangas parce que ça marchait sans forcément regarder ce qu'ils achetaient, et proposer ça dans leur émission phare qui s'appelle le Club Dorothée, et forcément ça faisait grincer des dents. Il y a un peu le phénomène existe encore aujourd'hui, parce que nous quand on rencontre du jeune public comme là on a l'occasion d'en avoir aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent nous voir qui ont à peine 10 ans, qui ont à peine 12 ans, qui nous disent moi mon manga préféré c'est l'Attaque des Titans, alors que l'Attaque des Titans c'est un truc qui serait plus un seinen, et qui est trop violent et rempli de géopolitique en plus, donc qui n'est pas destiné à ce public-là, et qui comme il est sur Netflix, les parents voient, ils disent c'est un dessin animé, c'est bon, mais ne font pas attention à ce qu'il y a dedans, et en général quand tu regardes bien, il y a un moins de 16 qui est écrit lorsque tu cliques sur l'épisode, quoi. Alors les parents, faites attention, soyez vraiment vigilants sur les animes que regardent vos enfants, où il y a vraiment le petit cryptogramme qui indique l'âge à respecter, et vous aussi il faut le respecter, c'est important. Est-ce que la distinction, oui, comme tu disais, elle ne se faisait pas, même encore aujourd'hui, justement. Et quand tu parlais justement de tout, et puis même toi, Thierry, de tous ces mangas qui étaient récupérés à l'appel, on va dire, du Japon, on se disait bon bah voilà, c'est du dessin animé, c'est pour les enfants, on le traduit et voilà. Et Mathieu, comme tu disais, Ken le Survivant, donc Hokuto no Ken, justement, qui est pour le coup très violent et qui a été beaucoup censuré forcément, parce que ça passait voilà le mercredi, soit à l'heure du petit-déj ou du goûter. Pour un épisode de 20 minutes, en gros, n'était diffusable que 7-8 minutes pour enlever tout ce qui était combat. Et on avait aussi des mangas qui passaient par l'Italie,
en fait sur la 5 qui était déjà très censurée et qui ensuite arrivait en France où il y avait déjà une première censure qui avait été faite et parfois même encore une deuxième. Notamment un exemple, c'est alors ça va peut-être faire sourire comme ça, mais Jeanne et Serge. Donc les personnes, pas dire plus âgées, mais qui ont un peu plus d'expérience, vont sûrement connaître. Moi, je suis joueur de volleyball, donc évidemment, ça me parle. Jeanne et Serge. Donc on se dit je vois pas où est la censure, mais en fait en France on avait des épisodes qui étaient déjà censurés par leur passage en Italie parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient violentes dedans, qui ne pouvaient pas se montrer, des sévices physiques en fait pour apprendre le prof qui vraiment frappait les jeunes pour leur inculquer la valeur du sport. Non, le sport c'est pas la valeur du sport, c'est pas la violence. Ça va être des notions de partage, d'apprentissage, de dépassement de soi, mais jamais de violence. On parle de violence, mais pour fermer un peu cette parenthèse de ce qu'on a pu ingurgiter dans nos jeunesses, en même temps on s'en sort pas si mal que ça. D'autres thèmes, et je pense notamment à Nicky Larson, où c'était un peu osé quand même. C'était un peu son comportement avec les femmes. Je sais pas si en 2022 ça passerait encore. Clairement pas. Clairement, ça passerait clairement pas. J'ai revu des épisodes, il me semble, sur TFX il y a peut-être 2 ans. Et je me disais, ils diffusent encore ça, parce que j'entendais ce qu'ils disaient, tout ça. Je dis, mais ça passe encore à la télé. Et c'est clairement des choses qui sont aujourd'hui révolues. À la télévision française, mais qui existe encore dans le monde, dans la culture japonaise en fait, qui n'est pas forcément au même état d'évolution que la nôtre et qui a pas forcément les mêmes mœurs, d'où le nom d'une autre culture. Et c'est pour ça que il faut quand même, malgré que ce soit un dessin animé, faire très attention à ce que regardent les enfants lorsque vous êtes chez vous. Moi, mes enfants sont là, à chaque fois ils me demandent est-ce que je peux regarder ça, je dis oui, je dis non, etc. Je ziote un peu, et pareil pour la lecture, parce que le côté qu'on a de très censuré qui arrive à la télé, il y a déjà un boulot qui a été fait, et le boulot n'est pas fait dans les maisons d'édition de bouquins qui eux sont plus adeptes d'avoir l'œuvre la plus proche de l'auteur. Donc après moi je trouve ça un peu dangereux, un peu bête. Il y a des choses qui sont censurées quand même, mais il faut quand même avoir un œil sur ce que lisent et regardent vos enfants. Tout à fait. Oui, non, mais c'est important là-dessus de vraiment. Il en faut pour tous les publics. Après, bien choisir la consommation culturelle qu'on peut avoir de différentes générations. On en arrive à Nako. Ça a été donc tu nous l'expliquais, c'est en fait un voyage au Japon. Hein, on peut parler de voyage initiatique peut-être. En tout cas, une rencontre qui a fait que tu t'es dit tiens, je vais faire mon manga, et j'ai jamais dessiné. Scénariste, je sais pas, est-ce que tu avais déjà eu un petit peu l'occasion de scénariser peut-être, j'en sais rien, des clips, des choses comme ça dans ta carrière musicale? Plus ou moins, en étant justement musicien, j'ai écrit quelques morceaux story-télé. C'était la seule approche que j'avais un peu en tant que scénariste. Et justement, en revenant du Japon, en proposant à Maxime, étant donné que Maxime avait son niveau de dessin, et il a fallu que je me mette aussi au niveau, donc je me suis un peu auto-formé en autodidacte du coup. J'ai un peu appris seul en regardant les bons documentaires, en lisant les bons livres, à raconter une histoire. Et comme je disais hier justement à la 5e 2 qui était là avec nous, on s'est tous plus ou moins raconté des histoires parce qu'on en ingurgite à longueur de journée. Et on se rend compte que 2 personnes qui racontent la même histoire, il y en a un, il va être barbant, il va être ennuyé, et l'autre qui va être totalement passionnant. Et c'est un peu dans cette science-là que je me suis lancé, et je me suis rendu compte en plus qu'il y a beaucoup de similitudes avec la musique. Il y a un moment où il y a ton couplet, il y a ton refrain, il faut qu'il arrive, et il y a ta conclusion de morceau qui doit être plus forte que les autres. Et c'est un peu transposable au final dans le monde du manga. Et du coup, je suis toujours en train d'apprendre en plus, puisqu'on a décidé d'être dans l'action, de sortir notre manga et d'apprendre en même temps. Donc Nako, c'est un shonen. Nako, c'est un pur shonen. Nako, c'est un shonen. Ouais. Que ce soit au scénario. Je vous laisse me définir un petit peu plus, parce que j'ai lu ça et du coup je me suis dit je vais le dire, ça va faire classe, mais je sais pas exactement ce que c'est un shonen. Ok. Alors du coup, Nako est un shonen. Alors il faut savoir que le manga se divise en plusieurs catégories. Je pense que la plupart d'entre vous ici lisent du shonen. Est-ce que vous savez ce que c'est le shonen ou pas?
Le shonen, Il c'est... n'y a pas que moi, ça me rassure. Je vais l'expliquer vite fait, et au cas où Thiers sera là pour me corriger. Le shonen, c'est tous les mangas qui ont tendance à commencer leur histoire avec un jeune héros, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, qui part pour une quête initiatique et pour évoluer dans son propre monde. Par exemple, il peut y avoir Sangoku, il peut y avoir Luffy, il peut y avoir Naruto, il peut y avoir Saitama de One Punch Man, et plein d'autres. Tout ça, ce sont des héros qui commencent d'un point A et qui évoluent entourés de d'autres compagnons ou autre chose, et qui ont tendance à se surpasser tout le temps. Après, il y a d'autres styles de manga. Il y a le seinen. Le seinen, ce sont des mangas plus adultes, avec parfois des monstres assez effrayants, avec du combat, avec de la violence, beaucoup plus que dans le shonen, des enquêtes policières, de la politique. Il y a d'autres styles de manga. Il y a le shoujo. Le shoujo, c'est tout ce qui touche à l'adolescence, mais vu sous un côté un petit peu scolaire, avec de la romance dans les lycées, etc., des clubs de sport et tout ça et tout. Et après, je crois que c'est le kodomo, c'est ça? Le kodomo, c'est pour les tout petits. Alors, j'ai pas d'exemple. Tire, toi, Anna, des exemples de kodomo, toi? Kodomo, on pourrait comparer ça un peu en France, on peut comparer ça un peu à Pyjamasque. C'est un peu ce type c'est un peu à ce type de public que ça s'adresse. Sinon, moi, j'en ai un qui est pas mal, un kodomo qui s'appelle Working Buddies. Ça raconte l'histoire de deux petits chats qui testent qui découvrent tout un tas de boulots, que ce soit des cuistots ou, je sais pas, bibliothécaires, et plein de boulots. Ils testent plein de boulots et ils montrent au public ce que c'est. Et ça, donc, c'est les kodomo, c'est vraiment destiné aux plus jeunes d'entre nous, pour justement leur faire découvrir des choses. Pour te compléter, le shonen, c'est destiné à un public en général à partir de 13 ans jusqu'à très vieux, encore une fois, comme nous. Et ensuite, tu as le seinen, qui est pour les gens un peu plus vieux, qui approchent la vingtaine et qui ont besoin d'avoir des scénarios un peu plus complexes, on va dire ça comme ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des enquêtes policières, il y a de la dark fantasy, il y a vraiment tous les styles qui se retrouvent dedans. Et voilà, le shoujo, c'est pas que pour les filles. Il y a de la romance, mais c'est pas que pour les filles aujourd'hui. Moi, il y a quelques shoujo que je regarde, notamment les trucs de cartes collector, tout ça, Sakura, tout ça que je kiffe. C'était cool, ça. C'est carte captor, c'est un type de shoujo, ou Sailor Moon encore, qui est entre les deux, je trouve. Les Magical Girls. Ouais, les Magical Girls, exactement. Et du coup, il y a vraiment, ce qu'il y a de fort aujourd'hui dans le manga ou l'animé, c'est qu'il y a un manga pour tout. Si tu es passionné d'un domaine, tu es passionné d'échecs, tu vas trouver un manga qui parle des échecs et qui va t'initier aux échecs. Si tu es passionné de boxe, tu vas trouver un manga qui te donne les bases, de la boxe, de foot, de politique, de cuisine, de vin. Il y a vraiment un manga pour tout. C'est vraiment le Netflix aujourd'hui de la littérature, et c'est ce qui en fait une des forces aujourd'hui, comparée à la bande dessinée, c'est que c'est un style qui touche vraiment à tout et qui a une fréquence de sortie qui est vraiment phénoménale. Et ça, c'est toute la part fictionnelle, on va dire, quand on raconte des histoires. Mais au-delà de ça, le manga, en fait, est vraiment un support à part entière. Il existe même des livres, des manuels scolaires, vraiment imagés en manga, en se disant, comme ça va toucher du monde. Il y a même sur les politiques, au Japon est sorti, notamment dans les années 80, un manga sur comment fonctionne la politique et la géopolitique au Japon. Et il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et il y a même, alors c'est juste pour l'anecdote, je crois que c'est à Taïwan, où il y a une université et il y a un professeur qui donne des cours sur l'histoire du Japon en manga. Donc tous les cours, soit il utilise des mangas qui existent vraiment, ou les cours sont imagés en manga. Et en ce moment, il y a 3 à 4 ans d'attente pour accéder à ce cours. Alors que c'est un cours sur l'histoire du Japon, c'est simplement, entre guillemets, mais tout est en manga. Donc c'est vraiment, ça touche tout le monde et tous les sujets. Très bien. Alors Nako, on revient à Nako. Est-ce qu'on peut juste briefer un peu le contexte de Nako? C'est qui Nako? Il vit où et qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le tout début de l'aventure?
Alors notre manga Nako, pour le coup, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nako, qui vit dans un village en marge de la société. Ça veut dire, il vit dans un village qui est en harmonie avec la nature et loin de tout ce qu'on connaît de industriel, la technologie, TikTok, les voitures, etc. Il est loin de tout ça et il veut devenir le gardien de ce village-là. Pour ce faire, il doit passer un espèce de rituel initiatique dans une forêt, un espèce de test en grandeur nature, dans une forêt enchantée. Et pendant son absence, il va se passer tout un tas d'événements qui font qu'il pourra plus jamais rentrer dans son village et qu'il va devoir entre guillemets affronter le monde extérieur et partir en voyage. C'est vraiment ça le pitch pur de Nako. Je peux pas vous en dire plus parce que malheureusement, ça va vous spoiler un peu si je vous en dis plus. Premier tome de Nako sorti en 2019. Yes. Aux éditions Michel Lafon, quand même, d'entrée de jeu. Yes. Ça pose le niveau. C'est bien reçu. Je veux dire, les mangas proposés par, on appelle ça des manfras, si je dis pas de bêtises. Des manfras, c'est des manfras. Ouais. Ah oui. Alors, je fais le mec qui s'est renseigné. Le mangaka, c'est l'auteur de manga, et l'appellation manfra devient de plus en plus utilisée, ce qui veut dire auteur de manga français. Ouais. Ouais, il y en a de plus en plus. Écoutez, on n'est pas les pionniers. Le pionnier, c'est Renaud Lemaire, qui a une excellente série qui en est à son tome 16 ou 17, qui s'appelle Dreamland. Même plus, je crois. Je crois que c'est Je crois qu'il a passé la vingtaine, je suis pas sûr. Tu vois, je suis un peu en retard. Et du coup, c'est quelque chose qui se développe. On est un pays à grosse culture bande dessinée. On avait bien sûr franco-belge, on a les Tintins, on a Black et Mortimer, etc. Et il y a cette adaptation qui prend du temps, mais qui arrive au fur et à mesure, qui se tend vers le manga, puisque on est le deuxième pays consommateur de manga au monde après le Japon, donc avant les États-Unis, avant tout le reste de l'Europe, ce qui représente une manne financière énorme pour les maisons d'édition. Mais malheureusement, lorsqu'ils achètent des œuvres à l'étranger, ils commencent à les acheter un peu cher, de plus en plus cher. Donc ils se disent, ok, on va peut-être développer notre scène pour pouvoir justement faire face à ça et avoir nos auteurs talentueux qui produisent à notre manière française des œuvres de manga. Est-ce que Nako dépasse les frontières? Non, pas encore. Il reste, enfin oui, parce qu'il est disponible en Belgique, dans toute la francophonie. Et le tome 1, il est sorti au Canada aussi. Et il est sorti aussi, on a eu la chance d'être édité au Japon, dans le Shonen Jump Plus. Justement, le Shonen Jump, c'est le gros magazine dans lequel paraît Dragon Ball, Naruto, etc. Et en allant sur leur site internet, vous tapez Nako et vous allez nous trouver à côté de toutes ces grosses œuvres-là, ce qui nous donne une satisfaction incroyable. Et la chose aussi assez incroyable, parce que Yet c'est bien, mais après il va falloir progresser dedans. Et c'est que dans les premiers mois, on a quand même comptabilisé 155 000 lectures, ce qui n'est pas rien là-bas. Donc c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais, comme tu dis, c'est pas mal. Non, faut continuer à bosser quand même. Oui, il faut. Donc on en est au 3e tome de Nako qui vient de sortir. Exact. Il y a pas très longtemps, je crois. Yes. Bon, on n'en dévoile pas trop sur l'histoire. En plus, je pense qu'ils sont disponibles à la médiathèque, donc n'hésitez pas à les emprunter ou à les réserver s'ils sont déjà sortis. D'accord. Quand on part comme ça dans l'écriture d'une histoire, d'un manga, on sait où on va, ou à chaque tome tu te dis tiens, je vais faire ça là. Enfin, est-ce que dans ta tête il y a déjà une fin? Il y a déjà une fin. Ok. Maxime et moi, on connaît la fin, on en a discuté, on l'a acté. Maintenant, on va dire qu'on a des balises à respecter et que tout est organique. On s'est mis les grandes étapes du manga, mais on se laisse des portes ouvertes pour pouvoir justement s'adapter si on a une super idée pour pouvoir l'introduire, etc. Mais on sait le tome 4 doit finir comment, le tome 5 doit finir comment, et le tome 6 et 7, les tomes 6 et 7 finaux, du coup, on sait ce qui va se passer. C'était ma question d'après, du coup il y aura 7 tomes. Petite info exclusive. Ok, on l'a. Exact. Ouais. On sait comment ça se termine, oui. On peut pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Ça va vous spoiler un peu et ça va vous gâcher le plaisir. Ça serait vraiment dommage. Là, c'est dit, la petite exclue du moment. Bon, on retentera dans pas longtemps, c'est pas grave. Et une version animée de Nako, du coup, c'est quelque chose qui est dans un coin de vos têtes. C'est des choses qui sont peut-être déjà engagées ou? C'est quelque chose qui est partout dans ma tête, mais malheureusement qui est hors d'atteinte pour le moment, parce qu'une minute d'animation, malheureusement, ça coûte très très cher. Et il faudrait qu'on trouve les partenaires idéaux pour pouvoir faire ça. Pour la petite anecdote, à la sortie du tome 2, je crois,
on s'était mis dans l'idée de produire un espèce de teaser, un espèce d'opening. Vous savez, les chansons les génériques du début des dessins animés, on s'est dit, OK, on va en produire un, on va en sortir un. J'en ai plein. T'en as plein en stock. On a commencé à faire nos recherches, tout ça, pour faire le truc animé, tout ça. Et on s'est heurté à un mur qui dit, la minute d'animation, c'est 20 000 € la minute d'animation. Donc, tout de suite, ça refroidit. On se dit, OK, on va peut-être trouver des partenaires pour faire ça. Des partenaires qui, eux, savent produire de l'animé, d'abord, et qui savent le distribuer ensuite. Aujourd'hui, on est submergé de dessins animés japonais, justement, parce qu'ils vendent leur anime. Et du coup, les 20 000 € la minute, eux, sont amortis mondialement. Nous, si on fait si on dit demain, on produit une saison de Nako avec 8, 15, 20 épisodes de 20 minutes à 20 000 € la minute, c'est une manne financière qu'on peut pas assumer. Rentabiliser même. On peut pas rentabiliser que sur le sol français. Il faut vraiment que le manga français d'abord existe en France et ensuite s'ouvre sur le monde pour pouvoir être viable. Parce que on sait faire des animés de type manga en France. Si, on sait, ouais. On sait. Mais ça reste très cher. Ça reste très cher et c'est anecdotique, surtout ceux qui sont faits vraiment en qualité manga, parce qu'il y a des codes à respecter aussi, un type d'animation à respecter. On a Last Man, par exemple, qui est produit en France, il me semble, soit en France, soit un petit peu en Belgique. Non, en France, je crois. Il me semble que c'est en France. Je pense que c'est en France, ouais. Qui a un très bon animé. Moi, je pensais à Ankama, mais je sais pas si je... Ankama, ils en font aussi. Si je touche... Ankama aussi, en font qui beaucoup. sont de Lille. Et pour le coup, ils sont... Ankama, ils sont sur plutôt Dofus. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, à la base, c'est les éditeurs et du jeu vidéo. Et après, justement, ils ont fait le manga. Et c'est eux qui s'autofinancent. En fait, ils font les choses eux-mêmes. Il y a Dofus et il me semble qu'ils sont sur un autre aussi qui m'échappe. C'était Wakfu. Oui, c'est ça. Parce que c'est le même univers, c'est les mêmes auteurs. Eh ben, il y a une question dans le public. Alors, je t'amène un micro tout de suite et tu vas pouvoir poser ta question. Et tu vas lâcher ton meilleur 16. Ça marche comme ça si je mets du volume. Yes. N'hésite pas à dire ton prénom et puis je te laisse parler. Bonjour, je m'appelle Ilias et j'ai une question en rapport avec Nako. Est-ce que il y a un âge particulier ou bien c'est pour tous? C'est pas exactement pour tous, mais on va dire que si tu as vu Naruto, tu peux regarder Nako. Ok. Si tes parents ne t'ont pas encore autorisé à regarder Naruto ou Dragon Ball ou ce type de manga-là, tu ne peux pas regarder Nako. En général, nous on conseille à partir de 8-9 ans. On se dit 8-9 ans, ça peut commencer à lire un peu Nako, mais il faut quand même demander à tes parents de le lire s'ils peuvent avant et de juger pour toi s'ils peuvent le lire. Ok. Cool. On a une autre question du public, ça tombe bien, on n'a même pas eu besoin de lancer, c'est parti tout seul, je pense que le sujet intéresse l'auditoire. Pareil, si tu peux nous dire ton prénom et puis ta question. Bonjour, je m'appelle Anthony. J'ai une question. Il y a combien de tomes de Nako actuellement? Oui. Il y a 3 tomes de Nako. D'accord. Il y a 3 tomes de Nako, on en est à peu près à la moitié. Parce qu'on a prévu, alors initialement on avait prévu d'en faire 6 et finalement on s'est dit qu'on va en faire 107. Non, on va en faire 7 parce que c'est vrai que petit à petit on s'était posé une sorte de schéma à suivre et on a eu quelques bonnes idées à intégrer et on s'est dit bon on va prendre un petit peu plus le temps et on va faire un tome supplémentaire. Donc on en a prévu 7 je pense à peu près. 7 ou 8. 7 ou 8. Non mais je pense que 7 déjà ce sera très bien ouais. D'accord. Donc il y a 3 tomes disponibles. Je vous les montrerai après, ils sont là. Donc voilà. Et il y a celui-ci, c'est le 3e. Mais il y en a d'autres qui se sont dit au bout du tome 4, bon, allez, j'en refais un de plus. Et aujourd'hui, ils sont à 103. Bon. Non. Mais justement, moi, ça m'a mis une question, justement. Cette idée de, en 7 tomes, éventuellement 8, est-ce que vous voulez rester, vous avez votre fil conducteur et vous voulez rester là-dessus, ou est-ce que vous êtes plutôt ouvert à se dire, si entre-temps, on a une idée qui nous paraît super, on la développe et on va faire peut-être 9, 10 tomes, ou est-ce que vous partirez plutôt sur ce qu'on appelle un spin-off, une autre série à côté qui va, comme un embranchement, en fait, on a notre ligne et puis hop, on part un petit peu sur le côté. Vous êtes plutôt sur quoi? On reste sur notre truc ou éventuellement on pourrait peut-être développer? Alors, quand Thierry m'a un petit peu pitché l'histoire de Nako dès le tome 1 en fait, et qui m'a expliqué la fin, comment il voyait la fin de la série Nako, on s'est dit que cette idée de base qu'il a eue, elle pouvait tenir en 6 tomes.
Après, on a eu quelques bonnes idées en cours de route et on s'est dit il y a des choses à exploiter, donc d'où le 7e. Mais c'est vrai que par exemple l'année dernière on a sorti un tout petit spin-off en format digital d'une histoire qui s'appelle Hanabi. Qui s'appelle Run Run, qui raconte l'histoire de Hanabi, un jeune garçon aussi. C'est très court, hein, c'est 40 pages, dans le monde de Nako, parce qu'on voulait commencer à élargir un petit peu notre univers. Et on s'est dit que, au lieu de continuer Nako sur 100 tomes, on pouvait raconter d'autres histoires, d'autres personnages dans le monde de Nako et élargir plutôt l'univers de Nako plutôt qu'un personnage dans son propre univers, en fait. Ouais, c'est pour ça que en parlant un petit peu avant, Max me disait qu'il était fan absolu de Tolkien. Donc, est-ce qu'une fresque à la Tolkien de Nako pourrait être envisageable? Je sais pas, ouais. Alors, ce serait envisageable. Ouais, moi, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait énormément, ouais. C'est un petit peu une sorte de. On en avait parlé, on avait trouvé un terme avec Thiers qui s'appelait le Nakoverse, un petit peu avec tout ce qui se fait actuellement avec les Avengers, etc. Où il y a Hulk d'un côté, Captain America et Thor de l'autre. Ils ont chacun leur film, ils se réunissent pour un petit peu les Avengers. Ben nous, on avait pas du tout ce modèle-là, mais on s'est dit que disséminer des histoires et des héros dans un même univers, pas forcément à la même époque, on pouvait raconter de belles choses déjà. Et donc voilà. Ouais, ça pourrait faire des âges différents, même. Oui, totalement, et créer une chronologie finalement, parce que pour l'instant on n'a que la chronologie de Nako, et donc on n'a pas vraiment de chronologie à comparer avec d'autres personnages, d'autres créations, mais ouais, ce serait envisageable, ouais. Ça peut être très intéressant. Et ce qui pourrait motiver un animé, justement. Ouais, mais après je pense que on essaye de pas mettre de fixette sur ce qu'on peut faire. On essaye justement de bien finir Nako. On a mis beaucoup de temps à finir le tome 4. Du fait que on a eu pas mal de choses administratives, on va dire ça comme ça, à gérer, et maintenant on a vraiment besoin de se reconcentrer sur Nako, sur le tome 4 et 5 pour le coup, et de les finir, puis ensuite on commencera à lever la tête de la feuille pour voir ce qu'on peut faire après. On a eu pas mal d'administratifs à faire, ce qui fait qu'on a sorti le spin-off, comme a dit Maxime, parce que ça nous démangeait, mais maintenant on en discutait cette semaine, on a vraiment besoin de terminer, enfin de mettre le tome 4 qui est quand même à 98%, mais de mettre le dernier coup de collier pour finir les 2%, et d'enchaîner sur le tome 5 pour pouvoir retrouver un rythme de production, et surtout retrouver le public qui attend depuis pas mal de temps maintenant. Juste pour se rendre compte, un tome, ça représente combien de temps de travail entre l'écriture du scénario, les dessins, et puis après je sais pas, la mise sous presse, enfin entre le moment où tu te dis allez on commence, là c'est parti officiellement, on lance le tome 4 et le jour où il va sortir, il s'est écoulé combien de temps? Alors il peut s'écouler entre 10 et 12 mois, je pense. Non, même un peu plus. Pour ce qui est de l'écriture et du dessin, on va prendre 8 mois. Après, c'est vrai que pour les rendre disponibles au public, ça va prendre un peu plus de temps. On a besoin de faire tout ce qui est plan de promo, la production, etc., qui prend limite autant de temps que ça. Et la mise en place, surtout, où justement les libraires ont besoin d'avoir les livres 6 mois à l'avance, pour pouvoir bosser. Donc forcément, ça met de la distance entre nous et le public. Mais il y a des solutions qui commencent à émerger par rapport à ça. En termes d'écriture de scénario, par exemple, sur un tome, Thiers, toi, t'es à peu près à combien de temps? C'est plutôt pour écrire un mois, 2 mois d'écriture? Pour écrire l'histoire, on va être entre un mois et pour écrire l'écriture. Pour écrire l'histoire, on va être entre 1 mois et 1 mois et demi d'écriture pure. Et ensuite, le temps que je revois ma feuille, qu'on check avec Maxime les incohérences, tout ça, on va peut-être avoir 1 ou 2 semaines, quoi. Et en termes de dessin, dessiner un tome de Nako comme celui-ci, c'est à peu près 7 mois, je pense. 7 mois de dessin. C'est un tome de 200 pages à peu près. Et voilà. Et avant qu'il soit tout petit comme ça, je vous ai amené des originaux pour que vous voyez vraiment la réalité des dessins. Donc je travaille sur très grand format. Et ce sont des dessins qui représentent des planches dans ce style, en fait. Bon, on voit pas très bien à la radio, mais à la radio, vous voyez mal à la radio, mais ce sont des c'est des planches format A4 et même plus grand. Format A3. A3, oui. Ce sont des grands porte-vues comme ça, et pour faire un tome de Nako, il m'en faut à peu près 4-5 de comme ça. Et je regarde, mais c'est du quoi? C'est du feutre? C'est du feutre, ouais, du feutre. Ah, c'est du feutre, ouais. Voilà.
Et c'est retouché après derrière? Alors, il y a des cases qui sont un petit peu retouchées, modifiées ou corrigées même sur Photoshop ensuite quand je passe à la mise en couleur au niveau de gris. Et donc voilà. Donc c'est quand même pas mal de travail. Donc ça représente quand même quelque chose. Et dessiner à l'envers, c'est pas déstabilisant? Enfin, je dis ça parce que évidemment, Nako respecte la tradition du manga, le sens, et du coup, il faut commencer par ce que nous, en Europe, en tout cas, dans la façon d'écrire et de lire à l'occidental, on lit de gauche à droite, et là, du coup, les lettres sont quand même dans l'ordre, mais les images sont pas sont dans l'autre sens. D'ailleurs, ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on a commencé à faire l'histoire de Nako, on a commencé par faire une sorte de pilote, on appelle ça. C'est une présentation de l'œuvre. Donc, on a fait 40 premières pages du tome 1. Et les 40 premières pages du tome 1 étaient dans le sens de lecture occidentale, en fait. Et quand on a eu l'opportunité de signer en maison d'édition pour produire tout le premier tome en entier, on nous a demandé de inverser toutes les cases, de les passer en mode miroir. C'était un travail colossal, c'était un petit peu du Tetris, en fait, il fallait tout réordonner, etc. et tout. C'était un gros travail. Et donc du coup, finalement, j'ai pris le pli ensuite à travailler à la japonaise, quoi. Ouais, moi n'étant pas un grand lecteur de manga, je suis toujours un peu déstabilisé sur les premières pages de commencer à l'envers. La fin et tout. Ouais. Je peux comprendre. Moi, quand je prends une BD normale, maintenant, je suis un peu perdu aussi. Je commence par la fin. Ça fait le travail inverse en fait, avec l'habitude de lire tout le temps des mangas. Maintenant, lorsque j'arrive sur une BD plus classique. Sur Obélix, tu commences par le banquet, toi. Exactement. Allez, Exactement. Il y a encore une question dans le public. Je repasse le micro. Merci. Est-ce que vous dessinez avec de l'encre de Chine? Alors non, je dessine pas avec l'encre de Chine. Il y a énormément, même en France, de mangaka qui dessinent à l'encre de Chine parce qu'ils entretiennent un côté vraiment traditionnel. Je pense que c'est vraiment l'amour de la tradition du manga. Alors moi, n'étant pas issu du dessin manga à la base, j'ai appris à dessiner autrement, crayon, feutre, stylo. Et vu que j'entrais dans un domaine que je connaissais pas quand j'ai commencé le manga, je me suis dit, je vais pas partir sur des trucs trop compliqués. Je vais me mettre à l'aise et j'ai commencé à dessiner avec stylo, feutre et tout ça. Et même du marqueur pour vraiment colorier des zones qui sont très ancrées en noir. Et donc je me suis dit, je vais faire avec ce que je sais maîtriser. Et je me suis rendu compte que le rendu était plutôt pas mal, que j'étais très à l'aise avec ça et j'ai continué comme ça. Et je vais plus vite aussi. Je m'aperçois qu'en coloriant des grandes zones comme ça au marqueur, etc., je vais beaucoup plus vite. Et vu que les pages sont destinées à être ensuite scannées pour être réduites sur des petits formats, des formats manga, et bien que ça se voyait pas trop, et je trouve que ça apporte un grain particulier. Donc voilà, ça c'est ma méthode de travail comme ça. Je travaille pas à l'encre de Chine, mais j'en fais un petit peu à côté. Je m'y entraîne, mais c'est pas encore assez maîtrisé pour faire du Nako. D'accord. Il y a une autre question juste à côté. Il y a une autre question juste à côté. Bonjour, je m'appelle Rachel. Combien de temps vous avez trouvé pour trouver une maison d'édition? Alors, on a eu énormément de chance. Bon, on a travaillé, mais on a eu de la chance. En fait, quand on a fait Nako, au début, on cherchait pas de maison d'édition, Thierry et moi. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment faire notre propre manga et fonctionner par en toute indépendance, faire une sorte de Kickstarter. Vous voyez ce que c'est le Kickstarter ou pas? Financement participatif. Un financement participatif. Par exemple, faire lire le début de l'histoire à des gens gratuitement en ligne sur Internet et en échange de leur avis et de leur participation financière, leur produire la fin de l'histoire et fonctionner comme ça. Pour les gens qui le voulaient, on terminait l'histoire pour eux. Et entre-temps, il y a eu une sorte d'événement à Monaco. Monaco, c'est dans le sud de la France, vous voyez, dans le sud de la France, et il y avait un festival qui s'appelle le Magic Monaco où il y avait un concours manga où des gens comme Thierry et moi et comme vous pouvaient présenter leur propre manga. Et on s'est dit que ce serait une bonne opportunité pour avoir des avis et se jauger un petit peu, savoir si on était sur la bonne voie, si nos dessins valaient le coup, si le scénario était bien, etc. Et on a participé à cet événement et il y avait énormément d'équipes et pas que françaises, il y avait des Coréens, des Américains, etc. Et sur 70 équipes, je crois qu'on est arrivé dans les 5 premiers et après on a été coup de cœur du jury. On n'a pas gagné, mais on a été coup de cœur du jury. Et à partir de là, on a directement été démarché. La maison d'édition est venue nous voir en nous disant on a aimé ce que vous avez proposé, on aimerait produire le tome 1 avec vous, enfin en tout cas l'éditer. Et c'est comme ça qu'on a été approché par une maison d'édition. Donc on a eu la chance
au tout début de notre carrière de mangaka, de pas toquer aux portes des maisons d'édition. Voilà. Après, je pense que si tu poses la question, c'est que vous dessinez un peu ou pas du tout. En fait, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est qu'on est un peu dans le monde du possible et que aujourd'hui, les maisons d'édition regardent tout ce qui se passe, par exemple, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, en essayant de dénicher des talents. Donc, moi, si j'ai un conseil à te donner, dans un premier temps, c'est de continuer à dessiner si tu dessines et de proposer ton dessin. Tu ouvres un compte avec le nom de ton œuvre ou je sais pas, un pseudo, etc. Et tu proposes ton dessin. Et après, une fois que tu as fait ton petit bonhomme de chemin, les maisons d'édition aussi sont ouvertes à recevoir des dossiers. Ça veut dire que tu dois écrire ton synopsis informatiquement. Tu dessines tes personnages, tu les présentes, etc. Tu mets un peu tes personnages en action, on va dire sur 5-6 pages, et ensuite tu te rends sur le site des éditeurs, que ce soit Glénat, Ankama, Kana, Pika et autres maisons d'édition. Il y a toujours une petite adresse qui disent OK, envoyez-nous vos dossiers, parce que eux aussi sont en recherche plus ou moins de nouveaux mangaka. Donc c'est vraiment une chose qui est assez ouverte au final, mais moi je conseille à tout le monde de commencer à se confronter un peu à la vie du public sur les réseaux sociaux, parce que ou avec vos proches qui vont vous dire OK, ça j'aime bien, ça j'aime pas, etc. Et de faire un peu votre école comme ça, et aussi de pourquoi pas suivre un cursus plus classique en allant dans les écoles d'art, etc. pour pouvoir se former, parce que le manga c'est malheureusement pour moi, c'est pas que dessiner des bonhommes bâtons comme moi je sais faire, mais c'est pas aussi que dessiner des visages, c'est aussi apprendre la perspective, apprendre à dessiner différents types d'animaux, d'êtres humains, d'objets, etc. Il y a plein d'étapes à passer, et si vous êtes vraiment passionné de ça, n'hésitez pas à entrer dans un cursus pour vous former à ça. Et actuellement, petit à petit, il y a aussi, je sais pas si tu en lis toi personnellement, il y a aussi le webtoon aussi, petit à petit, qui est en train de prendre une petite part de marché, en tout cas se faire une petite place, et ça donne l'opportunité à des jeunes qui veulent raconter des histoires, qui n'ont pas encore un niveau de mangaka expert, de proposer des dessins, leur interprétation du monde. Et je trouve que c'est super intéressant, parce que n'importe qui peut proposer une super histoire et se faire repérer par des maisons d'édition qui sont toujours en train de regarder à droite à gauche sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes talents. Donc je trouve que le webtoon, c'est en train d'amener une petite fraîcheur dans la jeunesse française qui veut devenir, ou en tout cas qui veut faire du manga. Il y en a de plus en plus. Ouais. Oui, je trouve. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pour beaucoup de webtoons, il y en a pas mal qui sont gratuits. Donc c'est des personnes qui mettent juste leur œuvre en ligne, et en fait sur souvent le plus souvent c'est sur téléphone en fait le format, et ça fait comme juste un défilement du haut vers le bas. Et il y en a beaucoup qui sont totalement gratuits, et après il y en a par moment qui vont peut-être par exemple proposer les 30 premiers chapitres gratuitement, et ensuite ça va être par exemple de l'ordre de 1 euro, 1,50 € les 10 chapitres. Après, selon les sites de webtoon, selon l'œuvre, selon l'auteur, ça varie, comme un manga papier, selon l'éditeur, forcément, ça va pas être les mêmes choses. D'ailleurs, en webtoon, rapidement, j'en ai un à vous conseiller qui s'appelle Le Grand Retournement. C'est à ne pas confondre avec Le Grand Remplacement, mais ça, c'est une petite blague qu'on a entre nous. C'est Le Grand Retournement, ça raconte l'histoire d'humains, du coup, qui sont sur Terre et dont la pesanteur est inversée sans qu'on sache pourquoi, et ils sont obligés de vivre à l'envers, et il y a une histoire qui est un peu développée à la Walking Dead autour de ça. C'est-à-dire que le problème, c'est plus la pesanteur au bout d'un moment, c'est les humains, ce qu'ils en font derrière. Et c'est très 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 intéressant comme webtoon. Je reviens sur... Et c'est français. Très bien. Je reviens sur ce dont on discutait un petit peu plus tôt, sur votre idée à un moment donné de se dire tiens, on ferait bien un opening de Nako. Qui aurait composé la musique de cet opening ? Sûrement moi. Qui l'aurait animé? Moi, ouais. Sûrement Max. Non, peut-être pas moi, mais on connaît tout plein de musiciens, comme c'est mon métier premier. On connaît plein de musiciens, et qui sont aussi fans de manga, qui sont aussi fans d'animation japonaise et donc d'opening. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie intégrante du monde, tout simplement, de la Japanimation, les openings. Vous voyez sur YouTube, ils sont à des millions de vues, les génériques seuls.
J'ai vu un classement où justement, il me semble qu'une chanson de Demon Slayer avait dépassé les 370 millions de vues sur YouTube. Ça veut dire que t'as des gens qui mettent les openings en boucle et qui se font des soirées karaoké ou des soirées blind test, etc., etc. Bah c'est tout un art. Nous, même au-delà de dessins animés, même voilà, nous les génériques, il y a toujours cette culture dont moi en tout cas je fais partie par grande part de blind test de génériques. Et par exemple même les dessins animés, comme on parlait Club Do, mais même d'autres qui étaient sur d'autres chaînes, des génériques des années 80-90 de dessins animés qui aujourd'hui, bah même si le dessin animé en soi on ne l'a pas vu, le générique, on entend quelques notes et tout de suite, boum, ça vient, on sait ce que c'est. Et même encore à l'époque, les génériques, il y a toujours eu cette culture-là. On voit sur l'animation des années 80-90, les animés, l'animation était sympa, mais le générique était vraiment au-dessus en termes de qualité d'animation et même de musique. Il y a certains génériques qui ont marqué. Là, le premier qui vient, moi, pour le coup, c'est pas du manga, mais Jace et les Conquérants de la Lumière. Jace, conquérant de demain. Ah oui, non, mais le générique, il est excellent, alors que le dessin animé en soi, l'animation, elle était moi j'aimais bien, moi. Sans plus, mais et en plus ça se finit, il y a pas de fin. Mais voilà, cette culture du générique d'ouverture et donc d'opening. Même moi, les Naruto que j'ai découvert quand c'est sorti au début des années 2000, on croirait pas comme ça quand on disait Naruto qui est très présent aujourd'hui, qui est connu par tout le monde. C'est sorti il y a 20 ans quand même. Les openings, ils sont super connus, quoi. Et justement, parce qu'on est à la radio et nous on a l'habitude de passer de la musique, on se fait un petit... on va voir si vous êtes si fort que ça en opening. J'en ai téléchargé quelques-uns. Le public peut jouer, bien évidemment. On va passer quelques génériques, quelques openings de manga. J'ai pris quand même des trucs assez connus pour tester un peu vos connaissances. Attention, je mets le premier. Celui-là, je crois qu'il est facile. Ah, je vois un candidat qui me dit... Je m'appelle Moussa et c'est Dragon Ball Super. Voilà, il a été très rapide. Hein. Je crois que vous pouvez lui laisser le micro. Hein, lui. Ah, pour la suite C'est sûr. C'est réglé. Ouais, effectivement, c'était l'opening de Dragon Ball Super. Vous l'aviez reconnu, vous? Moi, pas du tout. Le Super, moi j'ai pas su. Tout à l'heure, non, mais oui, je le connaissais, je le chantais, mais je ne savais plus de quel animé ça venait. Bon, alors... un suivant. Ah, toujours le même. Il y en a deux qui ont levé la main en plus. Demon Slayer. Non, c'est pas Demon Slayer. One Piece. Voilà, c'est One Piece. One Piece, yes. Bravo. Je pense qu'on peut vraiment lui laisser le micro. Hein. Il y a un cheat code que je vous expliquerai après. D'accord. Il a fait le Konami Code juste avant qu'on commence. Il a déjà la liste. Hein. Bon, celui-là, il est facile aussi. Hein. Ah, la première main qui s'est levée devant moi. Naruto. Bravo. Bien. Et Naruto, il y en a plein en plus. Je l'avais celui-là. Ah, bien. C'est l'opening 16, très exactement celui-là. Chaque nouvelle saison. Alors celui-là, est-ce que vous le connaissez celui-là? C'est peut-être moins facile ça. Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Mais il a pas l'air sûr. Faut savoir, Jojo Bizarre Adventure. Jojo. Alors non, je crois que c'est pas ça. Pour moi, c'est Full Metal Alchemist. Ah ouais. En plus, c'est un de mes animés préférés, donc c'est un peu à la bourre. Effectivement, je ne sais pas. C'est la 3e saison apparemment. D'accord. Bon, allez, un petit dernier pour le fun. Yes. Ah, on a une réponse devant là. One Punch Man. One Punch Man. Nickel. Bravo. Alors là, vraiment, je suis très impressionné parce que moi, Deux notes. j'ai essayé de préparer quelques génériques comme ça ce matin et voilà. Bon, il y avait rien à gagner, mais c'est en tout cas le plaisir de jouer ensemble. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc par rapport à la musique des génériques de manga. On est quand même dans des trucs toujours un peu rock metal quand même.
Oui, parce que c'est du shonen, du coup c'est du neketsu, c'est quelque chose qui est la plupart des génériques des animés les plus populaires que tu viens de passer, ça fait partie de la catégorie shonen, donc c'est souvent des animés de baston, donc il y a beaucoup d'énergie dedans, les persos ont beaucoup d'énergie dedans et la musique forcément qui s'en rapproche le plus, ça va être du rock, du hard rock, quelquefois de l'électro et quelquefois du rap, mais ça met directement dans l'ambiance quoi. Ouais, parce que justement, j'ai pas trouvé de générique un peu plus rap. Il y a Naruto Shippuden, le premier, c'est un générique très rap. Il y a aussi, comme on en parlait tout à l'heure, Samurai Champloo. Il y a pas mal de choses dedans. Il y a aussi un excellent anime qui s'appelle Cowboy Bebop, qui lui est un space opéra avec pas mal de jazz dedans, qui peut vous initier un peu. Si vous aimez le jazz et vous aimez les animes, vous allez bien tomber. Mais pour les chansons plus calmes en général, pour le coup, les openings sont très dynamiques. Et les plus calmes justement sont dans les endings justement où c'est souvent des pas des comptines mais des ballades, on va dire ça comme ça. Même Naruto dans les premières saisons, je crois que c'est premier ou dans les 3 premières, la fin c'est le générique est vraiment presque mélancolique en fait, et ça s'ouvre avec une sorte de petit papillon bleu qui parle justement de l'envie que peut avoir le personnage à bouger les choses en fait, mais qui est vraiment plus calme, et alors qu'à l'inverse t'en as une autre, c'est Fighting Dreamers où là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui remue, mais c'est pour rentrer tout de suite dans l'action, pour motiver le spectateur. Et ça fait vraiment partie intégrante de la culture manga aujourd'hui. Et en France, ça commence à être repris avec notamment le dernier film One Piece qui s'appelle le One Piece Red, où Luan, non c'est pas Luan, c'est comment ça s'appelle, Oshi a interprété le personnage, et c'est une espèce de comédie musicale qui est fait tout du long. Et je fais juste un parallèle par rapport à tes différents métiers, mais effectivement je trouve que dans la scène rap la question du manga est très présente quand on voit notamment comment Orelsan a intégré ça dans sa musique, comment Nekfeu aussi l'a intégré. Enfin voilà, il y a une passerelle, je sais pas si elle est plus présente dans le rap que dans d'autres esthétiques, mais en tout cas on sent que je pense il y a peut-être un truc générationnel, je sais pas. Ouais, je pense que c'est la génération un peu Club Dorothée qui a grandi et qui propose des choses maintenant, et c'est une culture qui est vraiment entrée dans la culture générale pour nous en fait. On parle de rap comme on peut parler de Zidane, ou on peut parler de manga comme on peut parler de Zidane ou de Jordan ou d'autres, parce que ça fait partie intégralement de ce qu'on aime en fait, tout simplement. La pop culture. Voilà, la pop culture. On en parlait un petit peu justement avant l'émission, que pendant longtemps le manga, comme d'autres choses comme la pop culture, était considéré comme une sous-culture, alors qu'en fait il n'y a pas de sous-culture, il y a des cultures différentes, il y en a qui vont être plus ou moins représentées, mais aujourd'hui c'est indéniable, comme on disait tout à l'heure, que plus d'une BD sur 2 vendue en France est un manga, avec les animés, les films d'animation notamment aussi, avec les studios Ghibli, toutes ces choses-là, le manga, que ça soit papier ou animation, fait partie intégrante du paysage culturel français. Donc c'est pas une sous-culture, et c'est peut-être une culture que des personnes qui l'appellent comme ça n'aiment pas, ou ils sont étrangers et du coup ne veulent pas s'y intéresser, mais c'est quelque chose de très culturel, de très partagé en fait. Justement le shonen, qui un des points forts du shonen, qui va être cette idée du partage, de l'amitié aussi. Il y a toujours cette force, voilà, c'est les groupes d'amis, cette solidarité qu'il peut y avoir. C'est des valeurs qu'on retrouve de plus en plus autour de nous, dans la société. Voilà, et qui sont importantes. Et notamment, alors pas encore, on n'en est pas à ce point-là chez nous, mais au Japon, le manga dans les années 60 a complètement révolutionné la société, et on s'en rend pas compte. Tu parlais tout à l'heure de boxe. C'est Joe, Ashitano Joe, qui est voilà un jeune boxeur de rue en fait, et qui va devenir champion, qui est sorti dans les années 60 au Japon, et il a participé aux mouvements sociaux en fait, où les gens se sont dit je suis Joe, comme on pourrait dire aujourd'hui, et ça a amené justement les gens à se pousser vers le haut, de cette solidarité, de toujours s'améliorer, de faire mieux, et c'est des valeurs qui sont dans le shonen depuis plus de 60 ans maintenant, et c'est des valeurs qu'on essaye toujours de retrouver de plus en plus dans notre société, même en 2022. Alors, il y a encore une nouvelle question dans le public. Let's go. C'est pas vraiment une question. Le plus souvent, par exemple, dans les shonen, par exemple, le personnage principal, et en fait, il est obligé d'être avec ses amis pour y devenir plus fort.
par exemple Natsu dans Fairy Tail, par exemple quand il se combat avec Grey ou son frère, en fait vu il est avec ses amis et tout, il pense à ses amis, il devient plus fort et voilà. C'est exactement le schéma de la quête initiatique. Le boulot du shonen, justement, c'est d'enseigner, de véhiculer des valeurs. Voilà, de distiller un peu dans la tête des jeunes lecteurs l'abnégation, et que au moment où tu rencontres un obstacle, tu as toujours le personnage principal ou d'autres personnages du manga qui vont être amenés à travailler pour franchir cet obstacle-là, excusez-moi. Et c'est un peu le schéma type du shonen où tu as un obstacle, et mon gamin, bats-toi pour le passer, parce que tous tes personnages de manga derrière le font. C'est vraiment, ça participe vraiment à la construction des plus jeunes. Et c'est souvent en plus ce type d'histoire, même si, comme on se le disait tout à l'heure en mangeant, ça commence à changer. C'est ce qu'on appelle le monomythe, en fait, qu'on peut retrouver dans la littérature. C'est d'un personnage qui est seul, il y a un événement qui va l'amener à une quête, il va faire des rencontres, et justement dans plein de mangas, là tu parlais justement de Fairy Tail, mais ça peut être Naruto avec tout le village, ils sont amis, on peut voir même dans Dragon Ball, bon après il y a des ennemis qui deviennent amis, un petit coucou à Vegeta. Ou d'autres types comme Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, c'est toujours un personnage qui est dans son quotidien, qui est tranquille et qui veut pas trop sortir de son quotidien, comme Luke Skywalker ou Frodon ou Naruto, et qui va avoir des événements plus grands qu'eux qui vont arriver et qui vont les pousser à prendre des responsabilités et pour le coup à aller affronter le monde extérieur. C'est vraiment une recette qui a été créée par du temps de la mythologie grecque et du coup a été perpétuée d'époque en époque. Encore aujourd'hui, on écrit sur ce mode d'écriture en fait. Maintenant, le défi pour nous en tant qu'auteurs, c'est d'avoir un peu ce squelette-là et d'être original là-dedans. Apporter sa pierre. Exactement. À tout l'édifice culturel qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Madame. Bonjour, je m'appelle Samira, je travaille à la bibliothèque. Alors, je connais un petit peu le manga parce que je les range, mais sinon, j'y connais strictement rien. D'accord. Et moi, je souhaiterais savoir, c'est une question que je me pose depuis déjà un petit moment, c'est pourquoi les mangas qui sont faits par les Japonais, les personnages ne ressemblent pas aux Japonais? Bonne question, mais peut-être je te laisse répondre. Peut-être que les Japonais se projettent comme ça dans leur tête, et je sais pas du tout. D'accord. Mais c'est vrai que ils ne ressemblent pas forcément aux Japonais. J'avais vu aussi une interview par rapport à ça, qui parlait justement de l'auteur Naoki Urasawa, et justement lui il disait, moi je dessine des personnages qui ressemblent aux Japonais, ça veut dire un peu avec les yeux un peu bridés, etc. Avec les yeux un peu tirés plutôt, c'est plus correct de dire comme ça, je crois. Les yeux un peu tirés qui ressemblent vraiment aux Japonais. Mais je pense que le manga, à un moment de son existence, a été fortement influencé par la culture occidentale. Tout ce qui est film hollywoodien, etc. Ça a été vraiment, ou les comics, ça a été un gros raz-de-marée dans la période post-Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ils ont été infusés par ça et ont automatiquement des manières de dessiner un peu plus occidentales. Et le manga de base a plusieurs siècles, et avec justement les influences des comics, de la presse même américaine, fin 19e, début 20e siècle, les Japonais justement, ce qu'ils avaient leur slogan, c'était Oitsuke, Oikuze, alors désolé pour la prononciation, japonais, désolé. Où c'était en fait faire pareil mais en mieux. Et en fait, ils avaient cette volonté de vraiment, comme une éponge, aspirer un petit peu les différentes influences mondiales qu'ils pouvaient recevoir, et se dire ah bah oui, ça on aime bien, et on va s'inspirer et le faire en mieux. Et en fait, c'est pour ça, notamment, alors même au-delà du manga, pour tout au Japon, le savoir-faire, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans les traditions. C'est de faire les choses vraiment bien, pas se dire ouais, bon, on a fait quelque chose, c'est sympa. C'est vraiment essayer de faire mieux. Et c'est toutes ces inspirations-là, du coup, qui n'étaient pas asiatiques, qui ont sûrement fait que les dessins aujourd'hui ne sont pas asiatiques. Mais on peut retrouver, notamment dans Kiehi, qui est un manga de Kevin Tran, le youtubeur Le Rire Jaune, où les personnages dedans, pour le coup, ont les yeux bridés et sont à son image, qui lui, justement, ses parents ou grands-parents viennent de Chine, et justement, c'est pour ça que les personnages ont les yeux bridés, parce qu'il a voulu
ils se sont dessinés eux-mêmes. Ça a suscité plein de questions au premier rang. Allons-y. Je vous encourage à continuer à faire votre plus de manga, plus de choses, voilà. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Nous aussi, on vous encourage à, si vous avez des projets, des histoires à raconter ou des dessins à montrer, à le faire en tout cas. C'est très important et de croire en tout cas en vos capacités. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'assistance? Il y a une question. Il y a une main qui s'est levée. Bonjour, je m'appelle Bilal. Combien il y a d'épisodes de Naruto? Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. De mémoire, il y en a peut-être... je sais qu'il y a 75 tomes, 77 tomes de oui, livres. comme ça, Mais 76, en épisode, 77. il me semble qu'il y en a 300 et des patates, je crois. Oh, il doit y en avoir beaucoup plus que ça. Avec la HS, là. Parce que avec les hors-séries... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un peu comme Dragon Ball, un combat qui va durer 15 épisodes. Ouais, Freezer sur Namek... Ou Olivier Tom Et- qui traverse le terrain en 10 épisodes. Et je rappelle quand même, parce que j'ai un fils de 4 ans qui a très bien compris comment fonctionnait Netflix, la différence que nous, on a pu connaître, on regardait, on a été élevé devant la télé gamin, sauf qu'il y avait le Club Dorothée, puis à 17h30 c'était terminé, après c'était les émissions pour les parents. Et du coup, c'était chiant. Netflix, en fait, t'as tous les épisodes à la suite si t'as envie de rester 24 heures. Et puis on les a dans l'ordre. Oui, Parce en que plus. nous, par moment, on les avait pas forcément dans l'ordre. Et Je comprends pas. Il était pas mort dans l'épisode précédent, lui. Et des fois, il y avait les vacances en plus. Oui, Du il y avait les on avait vacances. 2 semaines sans épisode. Et pour une petite anecdote, ça parlera sûrement à certaines personnes dans le public. Il y avait aussi des gens qui sûrement se levaient le mercredi pour enregistrer les épisodes sur VHS pour se dire ouais, je vais retrouver quand t'arrives pour essayer d'avoir tous les épisodes parce que comme on en parlait avec la classe hier, alors c'est pas pour faire le problème générationnel, mais presque, c'est que en effet, comme tu dis Mathieu, aujourd'hui sur les plateformes de streaming, on peut récupérer tous les épisodes tout de suite à la demande chez soi sur son téléphone et tout ça, alors qu'avant c'était la diffusion, il y avait un épisode par jour le matin. Si tu le loupais, le seul moyen de savoir ce qui s'était passé, c'était d'en parler à la récré en fait. Ouais, moi je suis triste, j'ai jamais vu le dernier épisode de Bumbo. Je ne sais pas s'il retrouve sa Petite mère. automobile, Ouais, Bill. Pourtant j'ai suivi tous les jours. Bref, il y a encore une question devant. Allons-y. J'ai regardé Jojo Bizarre Adventure. J'ai compris, mais sur Netflix, il y a des saisons et ils sont n'importe quoi. Comme en fait, c'est. Ils sont pas dans le bon ordre? Non, c'est ça. Et mon pote, il m'a dit ouais, c'est pas grave, tu vas comprendre. Mais t'as pas compris. Du coup, j'ai pas trop compris le type de rangement. En fait, Jojo Bizarre, c'est une œuvre assez particulière pour le coup, où ça parle d'une dynastie. Si tu veux, c'est une histoire familiale où t'as un personnage de la famille, il me semble, qui s'appelle Joseph. Non, pas Joseph, c'est le tout premier. Je l'ai pas. Jonathan Joestar, c'est un peu le père. Ça se passe dans les années 70 peut-être. Et qui a une embrouille avec un démon, je sais pas quoi, un gars démon, et ensuite tu passes au fils, tu passes au petit-fils, tu passes à l'arrière-petit-fils, etc. Et c'est pour ça que à chaque fois que tu vas mettre une saison de Jojo, le personnage principal change parce que c'est un membre de la famille, c'est la génération d'après qui arrive. Ça commence par Jonathan qui est l'arrière-grand-père, après tu as Joseph, après tu as Jotaro, après tu as Joline, après tu as etc. Et ils s'appellent tous Jojo leur surnom. C'est pour ça que c'est pas les mêmes personnages, mais c'est un concept, un mode de narration que je trouve intéressant. Tu as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 15 ans. 15 ans, je te conseille peut-être dans 2 ans de revoir Jojo et tu vas voir, tu vas mieux le comprendre. D'accord. Ok. Et aussi, en fait, quand j'ai regardé le tout premier épisode, un épisode au hasard, ça m'a choqué les niveaux de dessin. Parce qu'en fait, quand ouais, c'est ça, un peu ça. En fait, On n'a pas entendu. En gros, les filles ressemblent à des garçons et les garçons ressemblent à des filles. D'accord. Alors,
Comme dans Ranma 1/2. Comme dans Ranma 1/2, ouais, C'est ça. exactement. Bah, faut savoir que Jojo, c'est un manga qui est très visuel et qui est très très proche aussi de la mode et qui s'inspire énormément de la mode. Donc du coup, t'as des gens qui sont assez androgynes à l'intérieur du manga et qui justement véhiculent ce type de message-là pour ce type de public et pour tout le monde. C'est aussi le manga, c'est aussi une manière de faire passer des messages et Araki donc s'applique là-dedans avec ça. Je passe le micro. Effectivement, je pense que le manga est aussi un bon indicateur des sujets de société. Exactement. Sur la question Absolument. des genres, que Voilà. ça interroge évidemment. C'est Bien sûr. question au cœur de la société actuelle. Il y a encore une question devant. Yes. Est-ce que vous avez des animés préférés ou pas? Et je l'attendais cette question. Parce que j'aime bien dire je préfère celui-là. Moi, il y a un animé que je conseille à tous, qui est un de mes favoris, qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood. On l'a entendu tout à l'heure, je l'ai pas reconnu, vous pouvez me taper sur les doigts, mais c'est vraiment pour moi un animé qui mérite d'être vu. Sinon, mon préféré de tous les temps, c'est pas Dragon Ball, mais c'est One Piece. Et vous? Bah attends, Max, vas-y, réponds, je réfléchis. Alors, oui. Alors moi, mon animé préféré, je crois que pour l'instant c'est One Punch Man. Et moi je l'ai vu en version française, en plus avec la voix du rappeur Orelsan, que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi quand même les Dragon Ball. J'ai regardé les dessins animés de Dragon Ball de Sangoku quand il était petit, et c'est vrai que c'est un de mes dessins animés préférés. Ah, moi, du coup, j'arrive pas à départager, mais avec ce que j'ai grandi, et ça fait partie des premiers mangas que j'ai eu, c'est Dragon Ball et Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, qui a été le premier manga que j'ai acheté en papier, en tout cas, et c'est en plus qui touche à la mythologie grecque, aux étoiles, qui sont aussi des sujets qui moi me parlent beaucoup. Donc je pense que j'aurais tendance à mettre quand même Saint Seiya un petit peu au-dessus, juste pour ça. Mais vraiment, Dragon Ball, c'est à égalité. Et toi, c'est quoi tes mangas préférés? J'ai My Hero Academia. Ouais. Et je crois c'est tout. Ok, c'est clair au moins. Attaque des Titans, je- c'est pas Attaque des ton Titans, âme, là-bas attention. Alors, qu'est-ce que j'entends? Et je remercie d'ailleurs, évidemment, moi, quand on me parle des Chevaliers du Zodiaque ou de Dragon Ball, je remercie vraiment Bernard Minet et Ariane pour les magnifiques génériques qui nous ont offert. Ouais, Parce que vrai. on entend quand même la qualité sonore des génériques japonais et on a les versions françaises qui sont un cran un peu au-dessous. La version japonaise de Saint Seiya, Pegasus Fantasy, qui est Incroyable. géniale. Une question encore. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour. Pourquoi les mangas ils sont en papier mais en noir et blanc, mais quand ils passent sur Netflix ils sont en couleur? Très bonne question. Ils sont pas censés être en L'illustre- couleur. Ouais, illustrateur. alors là, ça revient vraiment à l'origine du manga en fait. Le manga, c'est destiné à être lu de manière, à être édité et lu de manière très rapide en fait, un petit peu comme un journal. C'est pour ça que faire du noir et blanc sur du papier de pas super bonne qualité et en dessin très rapide, eh bien, ça coûtait moins cher, c'était moins long à faire et les gens pouvaient le lire partout. D'ailleurs, le format du manga, c'est tout petit, comme ça, les Japonais pouvaient l'emporter partout avec eux. C'est le livre mettre de dans poche, c'est le principe livre de du livre poche, de le prendre poche. dans la poche, dans la mallette pour aller au travail, etc. Le lire dans le bus, dans les transports. Voilà. Et donc, du coup, après, quand ils ont fait des dessins animés, il fallait que ce soit beaucoup plus visuel. Ils se sont dit, on va quand même faire des personnages en couleur, la télé est en couleur, donc on va mettre de la couleur dans tout ça. Mais au début, le manga, même, c'est du livre. Et vu que il fallait que ce soit comme un feuilleton, comme les séries que vous regardez sur Netflix, où il fallait apporter vite la suite à l'histoire et tout, ils ont voulu privilégier la rapidité et dire, on va faire que du noir et blanc et on va avancer dans l'histoire comme ça. D'ailleurs, manga, en soi, ça veut dire dessin rapide, esquisse rapide. C'est vraiment le terme, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est fait, c'est produit assez rapidement pour être disponible assez rapidement. Faut savoir qu'avant d'être de sortir en animé, tout ce qu'on regarde actuellement à la télé, ça sort dans des magazines, des espèces de gros journaux de Spirou qui sont là, qui est là, qui s'appelle le Jump Magazine, où il y a chaque semaine, ça sort chaque semaine, il y a 20 pages de My Hero Academia, 20 pages de Naruto, 20 pages de One Piece, etc., etc. Et à la fin, c'est compilé en livre et à la fin, ça passe en dessin animé.
Oui, ça c'est des livres en fait comme un annuaire. Ça fait 300-400 pages et ça coûte quasiment rien. Pour vous dire, aujourd'hui, un manga qui va être dans les 200 pages, il va être en moyenne entre 7 et 8 euros. Au Japon, l'équivalent de 400 pages, c'est même pas 2 euros. Mais par contre, c'est du papier, même de moins bonne qualité que ce qu'on a là. Et c'est même pas en noir et blanc, c'est des nuances de gris. Et c'est ce qu'on appelle du papier poubelle. En fait, c'est vraiment fait pour lire dans le métro, en allant au travail, toutes ces choses-là. Et c'est fait pour être lu et je le jette aussitôt. Et c'est pour ça qu'on a cette chance, nous, quand même, en France, d'avoir directement ce format relié qui est quand même plus qualitatif. Mais après, il y a certains mangas qui ont des nuances de couleurs. Il y a encore 2 demandes de questions et ça sera peut-être les 2 dernières puisque après Max va nous faire une esquisse, un dessin, nous montrer un peu comment on dessine en manga. Des chefs-d'œuvre. Voilà, ce qui va pas être très radiophonique non plus, mais du coup, pour les gens qui sont présents à la médiathèque de Coqueriville cet après-midi, je pense que ça va être instructif. Moi, ça m'intéresse de voir comment on construit tout ça, une esquisse. Alors, une petite question. Pourquoi le personnage il s'appelle Nako? Ça, c'est une très bonne question. Tiens, qui va répondre? Alors, Bilal, Nako s'appelle Nako. En fait, moi, je suis issu du monde de la musique et donc j'attache une importance particulière au son. Et au départ, on s'était dit que nos personnages devaient, par leur nom, par ce qu'on entend lorsqu'on les prononce, incarner et représenter quelque chose. Lorsqu'on dit le personnage Nako, on a un petit côté un peu malin, un peu espiègle qui vient en tête. Il y a un autre personnage dans le manga qui s'appelle Plume. Et justement, on voulait que par le nom Plume, on ait l'image d'un personnage un peu costaud, mais un peu nounours aussi, un peu protecteur. Et c'est le rôle qu'il a dans le manga. On a un autre personnage qui s'appelle le général Scree. Et le mot Scree, on sait que c'est un peu plus dur, un peu plus méchant, un peu plus fourbe. Alors, on a vraiment des noms qui vont avec le personnage dans le manga. Nako, on sait que c'est un nom super et donc le personnage va être forcément un bon gars. Scree, on sait que on entend Scree, c'est un peu plus strident, un peu plus dur. On sait que ça va être peut-être un peu plus méchant. Et une dernière question. Yes. Pourquoi les personnages principaux, ils sont plus tout le temps comiques? Presque. Bah ça c'est des choix déjà des auteurs, mais souvent dans les mangas les personnages sont un peu naïfs, que ce soit Sangoku, que ce soit Luffy, que ce soit Naruto, c'est des gens assez naïfs et pour le coup qui sont assez purs par leur naïveté, qui n'ont pas de méchanceté en eux, que ce soit par exemple ils vont être face à une situation compliquée, ils vont avoir tendance à choisir toujours la bonne solution, le bien, mais c'est souvent lié un peu à leur pas à leur naïveté parce que c'est plus de la naïveté de là, mais à cette pureté qu'ils ont. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en fait une manière de les rendre drôles, de les rendre un peu pas idiots mais stupides, c'est une manière aussi de les rendre purs pour les Japonais et donc de justifier justement que ce soit un héros qui prend les bonnes décisions au bon moment, parce que la méchanceté, il trouvera ça toujours comme une incohérence en fait. C'est pas drôle, mais non, pourquoi tu lui fais ça en fait? Et je comprends pas, c'est vraiment le schéma de base. D'accord. De rien. Bah, je crois qu'on peut remercier vraiment entièrement des Max pour toutes ces explications sur Nako et sur aussi plein d'autres mangas. Merci à vous, merci à vous. Ce n'est pas encore fini. Le tome 3 est disponible. Yes. Il est disponible à la médiathèque de Coqueriville dans l'ensemble des bibliothèques du Havre, j'en suis sûr. Yeah. Et il est disponible aussi en boutique. Oui. Le tome 4, on sait un peu quand est-ce qu'on pourrait... Le tome 4 en 2023. En et là 2023. on met un point d'honneur à ce qu'il sorte en 2023. Alors, la petite exclue, c'est que alors, désolé pour les auditeurs de Westrack, mais les dessins que Max nous a montrés tout à l'heure, c'est des dessins du tome 4. Ah. Donc, en espérant que vous vous êtes pas fait spoiler tout seul, mais voilà, ça vous donne l'idée. Quand tout à l'heure Thierry disait qu'il était prêt à 98%, c'est que vous voyez tous les dessins en fait quasiment sont là, et vous en avez vu quelques-uns sans même le savoir au moment de la découverte. Donc on a quand même une partie de notre exclu pour le public de Coqueriville quand même. Cool. Mangamania, ça continue encore cet après-midi. D'autres événements où on est à la là, fin. Là. Pour mercredi, c'est ça, il me nous semble bien qu'il aurons restait des choses. à 10h, à 13h30 et à 15h45 des ateliers de dessin sur tablette graphique avec un illustrateur BDiste havrais.
Donc nous pourrons faire ça qui est sur inscription, donc soit auprès des personnels de bibliothèque ou sur le portail LH Biblio que vous pouvez retrouver sur internet. Vous pouvez retrouver l'agenda culturel de tout ce qui se fait sur le réseau des bibliothèques au Havre et notamment justement Mangamania pour vous inscrire pour ces ateliers. Merci en tout cas. Merci à tous. Merci aux bibliothèques et particulièrement à la médiathèque de Cocrioville d'avoir organisé cet événement. On va laisser Max nous faire un joli dessin. Un joli dessin de Nako. Je mets un petit peu de musique pendant ce temps-là. À très bientôt.